Oui, merci Madame la Bourgmestre. Je serai assez brève au nom du groupe socialiste. Je tenais, Philippe, à te remercier pour l'ensemble du partage d'expériences et d'anecdotes. Les deux étant intimement liés chez toi, on a pu s'en rendre compte ce soir. Alors on peut dire qu'on ne partage pas les mêmes idées, on peut dire qu'on n'est pas d'accord sur les projets, mais je dirais qu'il y a un combat sur lequel tu as toujours été présent. Ça se sait peu, mais c'est la vigilance face à la peste brune, face à l'extrême droite. Et ça se sait peu, c'est un travail de long, mais c'est en tout cas un combat noble pour lequel tu as toujours été présent. Donc merci pour ce chemin à partager, ce franc-parler à l'accent ch'ti des quartiers de Moucron qui nous donne l'impression finalement de te connaître depuis toujours. Je te souhaite bonne continuation et on aura très certainement le plaisir de se revoir. Madame la Bourgmestre, vous le savez, l'ONEM de Moucron est la cible de ce que certains appellent une restructuration. Derrière ces mots se cache une réalité bien crue. L'ONEM, à l'instar d'autres services publics qui existaient à Moucron, sont menacés de disparition et donc de déménagement vers Mons. Alors la conférence des bourgmestres et des élus territoriaux de Wallonie-Picarde a pris position via un communiqué qui dit « Alors que l'ONEM justifie sa position par la nécessité de s'adapter aux nouvelles organisations de travail depuis la crise Covid, les élus de WAPI considèrent que cela ne peut en aucun cas se faire au détriment du service aux citoyens. Une situation qu'ils jugent d'autant plus inacceptable qu'elle touche de plein fouet un public déjà fragilisé et qui risque de voir sa situation se détériorer davantage. Alors là où l'ONEM semble vouloir se raccrocher à une pseudo-efficacité, les élus de WAPI pointent toute une série de conséquences dommageables pour le territoire et ses 355 000 habitants. Je cite une mise à mal de l'accès aux services publics, qui était déjà plus compliqué par des horaires fortement réduits, un manque de considération flagrant pour le personnel en place, une méconnaissance des spécificités de la Wallonie-Picarde, des impacts négatifs sur l'économie locale et une pression accrue sur les centres publics d'action sociale. Pour demeurer efficace et pertinent, un service public se doit être accessible à l'ensemble des usagers et la proximité géographique constitue un impératif dont on ne peut pas faire l'économie. Alors, sauf erreur de notre part, cette position est partagée par la ville de Moucron. Alors, cette volonté a été mise à mal tout récemment. Vous auriez, Madame la Bourgmestre, visité les locaux de la rue du Billemont. Et les employés imaginent déjà une volonté de la ville de racheter les locaux dès leurs vacances d'utilisation. Le signe envoyé serait alors clair. Si la ville souhaite le rachat du bâtiment, c'est qu'elle acte la disparition de ce service public indispensable. Alors, Madame la Bourgmestre, me confirmez-vous avoir visité les locaux de l'ONEM comme nous l'ont confié plusieurs personnes et pourriez-vous nous dire dans quel but a été faite la visite de ces locaux et quelle est votre position dans ce dossier? Merci. Je peux vous confirmer deux choses. Oui, la ville de Moucron souscrit à tous les éléments repris dans le communiqué de la conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie-Picarde que vous venez de rappeler. Et je peux vous assurer que j'y suis à la base aussi, avec mes collègues. Oui, j'ai visité les bureaux de l'ONEM, mais cette visite n'est pas récente. Avec les services, je m'y suis rendue en mai 2021, afin de déterminer la faisabilité qu'une cohabitation entre l'Office national de l'emploi et l'occupation d'un plateau pour une crèche, sachant que c'est quand même c'était sous-utilisé. C'était, vous en conviendrez, in tempore non suspecto. Nous avons donc abandonné la piste de la cohabitation, trop difficile à mettre en œuvre, et avons ainsi maintenu le dossier de construction d'une nouvelle crèche dans le cadre de la PIV, de la politique intégrée des villes, et ce dossier-là suit son cours. Néanmoins, au vu de l'évolution de leur fonctionnement et après divers contacts avec l'ONEM, j'ai rencontré des personnes dans mon bureau, nous avons appris qu'ils pourraient procéder à une vente du bâtiment selon les négociations en cours avec les syndicats. Et quand on apprend que l'ONEM risque de déménager à Mons et la Louvière, on n'existe plus ici en Wallonie-Picarde. On n'existe plus. Et selon les informations reçues, l'ONEM n'aurait plus besoin d'autant de bureaux pour poursuivre ses activités sur Moucron. 3 bureaux de confidentialité et une salle d'attente, 2 demi-jours par semaine sur rendez-vous. Les activités pourraient donc se dérouler dans un autre lieu. C'est pourquoi nos services restent en contact avec l'ONEM afin de pouvoir, d'une part, répondre à leurs besoins éventuels et d'autre part, rester informés sur une vente éventuelle du bâtiment. Aujourd'hui, le collège étudiera alors en temps voulu toute opportunité. Et je souligne par ailleurs que la ville de Moucron fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir une présence de l'ONEM à Moucron.
Nous les aiderons à trouver un bâtiment, même ici s'ils le font. Nous souhaitons que ces services indispensables à notre population soient rendus dans notre cité. Et cela se va sans dire pour autant que nous attendons qu'ils soient maintenus dans les locaux actuels, évidemment. Donc sinon, je peux vous assurer qu'on mettra tout en œuvre pour que ça se passe ici. Il n'est pas question que nos citoyens partent à Mons ou à la Louvière pour l'honneur. Sincèrement, c'est inadmissible. Voilà. Je prends acte de votre position, en tout cas, que vous vous opposez à ce déménagement. Oui. Même si j'entends quand même que... si c'est trop grand et qu'on comprend, nous comprenons qu'ils aillent dans un bâtiment peut-être plus petit. Voilà, mais le signal envoyé par le fait qu'on garde quand même une veille sur le bâtiment est pas tout à fait positif vis-à-vis des travailleurs. Et donc ici, je pense que s'il y a bien une position commune à avoir, c'est bien celle de la défense de ce maintien de ce service public de proximité. Bien sûr. On parle de public fragilisé, mais ça concerne aussi les travailleurs qui demandent comment ils sont une cinquantaine, je pense qu'ils sont, exactement 56 à Moucron. Voilà. Et donc, je pense aussi qu'on doit être, en tout cas, exigeant dans ce que l'on souhaite et ne pas se contenter du service minimum qu'ils souhaitent aussi nous donner. Donc, j'ai entendu 2 matinées par semaine. Scandaleux. C'est totalement insuffisant et je pense qu'on doit avoir une position ferme sur ce dossier. Oui, c'est pour ça que rapidement, on s'est déjà positionné à la conférence des bourgmestres. Très vite. Donc, plus fort ensemble. Merci Madame la Bourgmestre, Monsieur l'échevin du commerce. Début septembre s'est tenue la foire commerciale de Moucron. On y comptait une quarantaine d'exposants pour un peu plus de 1200 visiteurs au centre expo selon la presse. Et le temps qui vient de s'écouler permet, je pense, de dresser un bilan de son déroulement. Une des remarques notamment qu'on a recueillies, c'était notamment que l'offre manquait un peu de diversité. Donc j'ai une série de questions à vous soumettre. Derrière ces chiffres, pourriez-vous dresser un bilan comptable de cette activité, que cela inclut les coûts en personnel, en locaux et en logistique pour cet événement? Quels sont les commerces qui ont été invités, par quel biais? Quelle communication a été faite vis-à-vis du public? Quel travail de préparation conjoint a été réalisé avec les commerçants? Ce travail de collaboration, d'ailleurs, est-il en cours pour une prochaine échéance que l'on sait importante, c'est celle du marché de Noël. Donc, pour éviter les écueils que l'on a connus l'année dernière, c'était quand même un désastre, le marché de Noël l'année dernière. Pour tous les commerçants, d'ailleurs, que ce soit pour les exposants ou pour les commerçants de la place. Et donc, est-ce que un travail de préparation est en cours pour le marché de Noël qui englobe les commerçants et les exposants? Et alors, vous avez appelé de vos vœux une prochaine édition de la foire commerciale. Et donc, quelles sont vos attentes par rapport à cette prochaine édition? Merci. Eh bien, je cède la parole à notre échevin du commerce. Je vous remercie de mettre une nouvelle fois en lumière un événement qui a été créé par la cellule de développement commercial et qui a été un succès pour une première. Donc, je vous remercie de mettre ça en évidence. C'est vrai que c'était une première, qu'on y est allé à tâtons avec une quarantaine d'exposants. Alors, comment s'est fait le recrutement des commerçants? Comme je le disais tout à l'heure, via nos listings dont on est en possession. Donc, un mailing a été envoyé à chacune dont on a connaissance des coordonnées. On a également fait du recrutement en annonçant dans les différents organes de presse, via nos réseaux sociaux, via notre site internet, via Le Vivre dans ma ville. Et via aussi le démarchage par téléphone et également le démarchage donc en physique, puisque on est allé vraiment chez des commerçants aussi pour les motiver à nous rejoindre. Alors certains commerçants ont joué le jeu d'emblée, d'autres malheureusement se sont désistés, ont dit oui d'abord puis se sont désistés, d'autres ont dit on va laisser la première édition, on va laisser à d'autres commerçants pour essuyer les plâtres et on verra un peu comment ça fonctionne pour vous rejoindre éventuellement l'année prochaine. Donc au total, c'est une quarantaine de commerçants, ce qui est pas mal pour une première, avec une diversité, on a essayé évidemment, il y avait pas de thématique puisqu'on voulait vraiment ouvrir à tout le commerce de l'entité. Donc, évidemment, se retrouver une petite dizaine de boutiques et sur la thématique
de la mode, donc il y avait des boutiques prêt-à-porter, hommes, femmes, enfants, accessoires de mode, etc. Il y avait une petite thématique malgré tout aussi sur la maison qui s'est dégagée un peu, donc tout ce qui était maison dans le sens large, puisqu'il y avait même un pisciniste, il y avait des accessoires de jardin, un architecte d'intérieur, un cuisiniste, des décorations, etc. Il y avait aussi quelques-uns qui étaient aussi axés sur le bien-être, avec voilà tout ce qui était aussi relaxation, donc des indépendants qui venaient également proposer des produits de beauté et autres. L'Oreca également, on a voulu partager le bar plutôt que de le donner à un seul, mais on s'est dit voilà, il y en a un qui tient les sandwichs. Une autre, une crêperie qui proposait les crêpes sucrées salées. On avait le donuts pour les desserts. On avait une marque de café pour tout ce qui était café qui était présente également. Un caviste qui proposait du vin. Et donc, ensemble, évidemment, il y a eu cette cohésion pour pouvoir proposer les différents produits de bouche. Et alors pour comment ça s'est passé, oui, on a un petit peu vu avec les commerçants qui, au fur et à mesure qu'ils participaient, il y a vraiment eu une cohésion de voir comment ils pouvaient travailler ensemble. Tout ce qui était mode, on leur a proposé les défilés. Donc là, il y a un commerçant qui a pris un peu en charge, qui a l'habitude d'organiser des défilés, qui a pris en charge cette partie-là. Donc, alors il y a des boutiques qui ont dit, moi, je fonctionne, je suis ok pour faire des défilés, d'autres pas. Voilà, on n'a pas obligé personne évidemment à le faire, mais en tout cas, les défilés ont chaque fois remporté un vif succès, donc on s'en réjouit. Alors je relis un peu vos questions. En coût, donc c'est des humains, ce sont ceux qui travaillaient à la cellule développement commercial. Donc il y a eu évidemment une personne qui portait ce projet, donc qui travaillait à mi-temps. Et je veux dire une grosse partie en tout cas de son temps sur l'organisation du salon. Elle a été aidée les jours même par ses collègues. On a eu l'aide également des stewards et des ouvriers du centre expo pour tout ce qui est l'installation, donc les cloisons, amener les cabines d'essayage et autres. En logistique, le gros coût du salon, c'est surtout ce qui était de frais de sonorisation, puisqu'on a loué les services d'une sonorisation pour pouvoir animer les différents défilés. Donc ça, c'était vraiment l'essentiel des gros coûts de ce salon, puisque le reste a été fait en interne. Tout ce qui est affichage, publicité et autres a été fait donc évidemment en interne. Je regarde si je réalisais donc voilà, tout à fait. Je regarde un peu vos questions si j'en oublie pas. Le marché de Noël, alors c'est différent puisque là c'est pas du tout la cellule développement commercial qui y travaille, puisque là c'est vraiment un travail du syndicat Initiative avec la collaboration de la gestion centre-ville. Alors oui, on le prépare puisque on est au mois d'octobre et le marché de Noël c'est déjà dans très bientôt. Donc il y a déjà une bonne réflexion qui avait été faite. Il y a eu première préparation en tout début d'année avec tant les commerçants du centre-ville qu'avec les exposants, où on avait fait une sorte de débriefing et une réflexion. Avec ce débriefing, bien évidemment, le syndicat Initiative a déjà travaillé sur des idées. Alors évidemment, on doit trouver cet équilibre entre ce que veulent les commerçants de la Grand Place, ce que veulent ceux qui tiennent un chalet. Dans les chalets, il y a ceux qui tiennent des chalets plutôt Oreca et les autres qui ont, qui sont artisans, etc. Donc tous n'ont pas les mêmes vues, n'ont pas les mêmes idées. Donc on est occupé de proposer ici. On attendait la fête des Hurlus, parce que là, les équipes ont quand même travaillé sur cette fête des Hurlus et qui était un beau succès. D'ailleurs, j'en profite au passage pour faire un petit clin d'œil et les remercier. Et donc ici, normalement, mercredi matin, excusez-moi, on a déjà une réunion en interne pour vraiment définir avec la gestion centre-ville comment on va faire pour rappeler les commerçants qui tiennent les chalets. Et alors ensuite, on va vers les commerçants, normalement fin octobre, pour également voir avec eux comment on peut finaliser un petit peu cette édition du marché de Noël, qui, je vous le rassure, normalement, elle sera. On va toucher du bois. On est sorti de différentes crises et on devrait avoir une très belle édition. Alors, je vais pas la dévoiler maintenant les grosses lignes de ce qu'on prépare parce que on va laisser la surprise à ce moment-là. Mais c'est pour le syndicat Initiative qui travaille avec la collaboration évidemment des associations de commerçants du centre-ville et de la gestion centre-ville. Merci pour les réponses. C'était pas des questions pièges ou une question de vous mettre à mal. Je pense que tout d'abord on a voté pour nous le projet quand il a été proposé, et donc on entend bien que c'est
une première et que donc forcément il va y avoir des écueils. Moi, le retour que j'ai pu avoir notamment des commerçants, j'y suis allée, ils étaient un peu aussi déçus qu'il y ait peu de monde et qu'il n'y avait pas assez de participants en termes de commerçants. Maintenant, c'est une première édition. Je pense que c'est vraiment des éléments qu'il faut pouvoir garder pour la prochaine, sachant que vous avez parlé pour le marché de Noël d'évaluation ou débriefing. Je pense qu'ici ça s'impose également. Voilà, moi je pense que c'est le genre d'offre qui pourrait trouver en tout cas son public. Quant au marché de Noël, on attend vraiment avec impatience des changements par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière. Alors je sais que vous ne pouvez rien annoncer. Il y en aura, je vous le promets. Il y en aura des changements, je vous le promets. On y travaille déjà. Juste, voilà, il y a quand même pour une première édition 1200 personnes, ce qui est pas rien. D'autant que ce week-end-là, il faisait plus de 30 degrés et les gens, voilà, on peut peut-être hésiter aussi. Les conditions climatiques ce jour-là n'ont pas incité les gens à aller s'enfermer dans un local fermé comme le Centre Expo, même si, il faisait un petit peu plus frais à l'intérieur que dehors. Donc, mais en tout cas, pour une première 1200 personnes, on estime déjà avoir atteint un premier public pour une première réussite. Et il y a un débriefing effectivement qui est prévu. On parle déjà de la date, de remettre en question est-ce que cette date de début septembre est bien ou pas. Encore une fois, celui qui est dans le textile va dire blanc et celui qui est dans un autre domaine va peut-être dire rouge, mais bon, on va trouver avec eux en tout cas la meilleure date. Voilà, passons à la dernière question. Vous allez dire que, la dernière fois, les chiens avaient dit monomaniaque, mais c'est pas grave, je vais revenir quand même avec le sujet sur le harcèlement. Et donc, je trouve ça dommage qu'en fait, j'ai passé en revue tous les ROI des écoles, et on a juste une ligne dans ce qui concerne le harcèlement, et c'est la même pour tous, qui indique les parents désireux de signaler une situation de violence ou de harcèlement peuvent se rapprocher de l'éducateur de l'établissement. Je pense sincèrement qu'on peut aller un peu plus loin. Mais puisque tu reviens, et alors là peut-être que le terme n'était pas approprié, parce qu'on peut être monomaniaque sur un problème aussi grave que le harcèlement, j'ai aucun problème à ça, j'en profite puisque tu reviens avec ça pour te dire, puisque on l'avait évoqué la fois passée, nous avons participé au projet, l'appel à projet de Madame la Ministre Désir, et donc 4 de nos 6 écoles ont été retenues dans ce projet qui vise justement à lutter contre le harcèlement scolaire. C'est probablement le souci majeur qui va nous occuper dans les prochaines années encore. Je constate juste que mon insistance sur le dossier n'a pas été totalement inutile. Pour le conseil de police. Et cette question est posée par Fatima Alouche pour le groupe PS. Elle concerne le suivi des demandes de la Ligue des droits humains. Merci Madame la Bourgmestre, Monsieur le Commissaire. En mars 2022, la Ligue des droits humains avait demandé à la ville de Moucron de lui fournir la liste des caméras fixes placées dans les lieux ouverts, accessibles au public, les autorisations et les analyses d'impact relatifs à l'installation de ces caméras, et enfin les documents relatifs au marché public. Après avoir demandé un délai le 12 avril 2022, la ville de Moucron a fait parvenir sa réponse à la Ligue des droits humains le 26 avril 2022. Elle ne répondait que très superficiellement aux requêtes et refusait de communiquer la majorité des documents demandés, toujours selon la Ligue des droits humains. Alors, la Commission wallonne d'accès aux documents administratifs a été saisie le 27 mai 2022 pour se prononcer sur ce refus. Et après analyse du dossier, la CADA a décidé le 13 décembre dernier que le recours était recevable et que la ville de Moucron devait communiquer dans un délai de 30 jours la liste de ces caméras fixes, les avis relatifs à ces caméras délivrés par la partie adverse, les parties non confidentielles des analyses d'impact existantes, les appels d'offres et les cahiers des charges de tous les marchés publics. À ce jour, la Ligue des droits humains semble toujours en attente de ces documents qui intéressent aussi notre groupe au plus haut point. Donc, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Commissaire, nous nous étonnons de cette rétention d'informations. Dans quel délai avez-vous prévu de vous conformer à la décision de la CADA? Et cette fois-ci, les réponses seront-elles complètes? Je vous remercie. La décision de la CADA, vous l'avez dit, du 13 décembre 2022 était notifiée à la ville de Moucron par courrier le 11 janvier 2023 et réceptionnée le 12 janvier 2023. Avis a été sollicité auprès de notre conseil externe quant à la possibilité d'un recours auprès du Conseil d'État à l'encontre de cette décision.
En date du 7 mars 2023, notre conseiller externe nous faisait part de son avis négatif quant aux chances de succès d'un tel recours. L'ensemble des documents sollicités étaient en possession des services de police de la zone de Moucron. Courant mars 2023, la demande a été formulée afin d'obtenir des services de police la transmission de l'ensemble des pièces utiles. Nous les avons reçus fin avril 2023 et les fichiers ainsi réceptionnés représentaient près de 2000 pages qu'il nous fallait encore analyser avant de trier les documents utiles et de procéder à l'anonymisation de certaines données. Le 2 mai 2023, nous avons été contactés par le Conseil de la Ligue des droits humains. La situation lui a été exposée et, aux égards à la masse de documents traités, un délai supplémentaire a été sollicité auprès du Conseil de la Ligue des droits humains, ce qu'a accepté ce dernier. Ils étaient d'accord. L'ensemble des pièces a été transmis en date du 16 juin 2023 au Conseil de la Ligue des droits humains, qui nous en a accusé bonne réception en date du 19 juin. Depuis cette date, nous n'avons plus enregistré de réaction de la part de la Ligue des droits humains. Pour ainsi répondre à votre question, la Ligue des droits humains ne semble plus être en attente des documents, elle les a bien reçus. Oui. Merci pour l'info. Il semblerait que sur Internet, l'info ne soit pas mise à jour. Et alors, et il faut savoir qu'ils ont tenté en fait la même procédure que n'importe quel citoyen pourrait faire. Donc en fait, les documents qui ont été demandés par la Ligue des droits humains, en tout cas, c'est l'explication qu'on a pour aller comment consulter cela vous-même, c'est ouvert à tout le monde. Et donc ça veut dire que n'importe quel citoyen pourrait avoir accès à ces données qui seraient anonymisées. Et alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est que vous vous êtes posé la question du recours. Pourquoi faire d'où vient cette idée de faire un recours au Conseil d'État face à une demande qui apparemment est accessible aux citoyens? Par sécurité, me semble, monsieur le commissaire. Et ça, je voulais peut-être montrer. Ça, c'est la liste de tous les documents qui ont été fournis. 2000 pages. Monsieur le commissaire peut peut-être expliquer. Oui, je crois. Ici, je ne veux pas me débiner, c'est pas mon style, mais c'est la ville de Moucron qui est interpellée. Et c'est plutôt physiquement ancré auprès de son service juridique. Donc, c'est certainement par manque de connaissance des dispositions légales applicables à tous. Vous venez de le dire. Sur lesquels après j'ai été un peu faire de la recherche via Internet et sur le principe d'accès aux actes administratifs, de modélisation des actes administratifs et autres, et en ayant pris contact avec d'autres villes de région wallonne qui avaient reçu en fait la même demande. C'était pas Moucron qui était visé. On se posait la question. Moi, je me la suis posée personnellement. Donc, est-ce qu'on est en train de dire qu'on doit transmettre toute la technicité du système? Et ça, on n'avait pas fort envie. C'est ce qu'on a finalement fait. C'est ce qui continue à me bluffer. Parce que là où on nous demande des sécurités phénoménales à mettre en œuvre, je vais pas vous les énumérer. Je suis assez scotché. Et c'est peut-être pas manque d'habitude. Donc, anonymiser n'est pas égal à retirer du contenu sur la technicité du système et la manière dont le système est imaginé dans l'offre, quoi. Donc il n'y a pas de secret, ce sont des systèmes, mais on explique exactement comment on fonctionne, comment les redondances fonctionnent, comment la sécurité du système fonctionne. Et ça, je trouve ça un petit peu, mais c'est certainement par manque d'habitude. Il y a certainement moyen de se protéger de ça, cela, qu'on le fournisse et que ça atterrisse dans les mains de on ne sait pas qui. Mais c'est la loi. Bon, voilà. Donc, ça répond. Lors d'un retour, si on a un retour, bien on reviendra vers vous. Maintenant, j'espère que le dossier est complet et qu'ils ont reçu tous les documents suite au prochain épisode. Oui, Fatima Louche. Et donc, si je comprends bien, de 7h30 à 9h, ça ne peut être que des parents, et après, c'est de la livraison. Enfin, j'ai pas bien compris, moi. Non, après, c'est voilà, Madame Léchine va donner l'explication. Tiens. Oui. Et alors, est-ce qu'il existe Elle est déjà une demande en place. Il y a une demande pour la livraison dans la rue Léopold?
Oui, il y avait une demande, notamment du collège, puisque le problème dans cette rue, c'est que si une livraison de repas, de denrées pour préparer des repas arrivait, il y avait plus moyen de passer, ça faisait des bouchons. Donc en fait, il y avait une demande pour une zone de livraison. Il y avait aussi des demandes pour on avait installé 2 déposes minutes. Il y avait des riverains qui étaient un peu impactés par les déposes minutes aux heures scolaires devant chez eux. Donc il y a eu une réunion qui a été faite ici avec les riverains, etc. Et donc la solution qui a été trouvée la plus équitable et la plus avantageuse pour tout le monde, c'était de coupler le dépose minutes avec la zone de livraison qui, elle, a une durée plus longue. Et donc on a d'abord dû se renseigner pour voir si c'était possible de coupler les 2 réglementations. Et comme c'était possible, eh bien, je pense que tout le monde était vraiment satisfait de la solution trouvée. Donc voilà, on vous propose de ratifier ce qui est déjà sur le terrain en mode test, mais qui fonctionne très bien et qui a soulagé les riverains, notamment ceux qui avaient des places de dépose minutes juste devant chez eux. L'autre zone de dépose minutes n'impacte pas puisqu'elle est juste devant l'école. Voilà. Ok. Pour le vote, Simon Varras. Oui. Fatima Louche. Oui. Pascal Losfeld. Oui. Jonathan Michel. Oui. Marc Castel. Oui. Mathilde Van Dorp. Oui. Merci. Commune à franchir le cap des communes zéro déchet via l'octroi d'une subvention spécifique majorée jusqu'à 80%. Dans une volonté de poursuivre nos actions de réduction des déchets, nous avons adhéré à l'opération. Le subside wallon à 80 cents par habitant. Fatima Louche. Oui, tout à fait. On soutient aussi ce type de démarche et quand même éviter de sombrer dans du populisme en reparlant de la déchetterie. On rappelle quand même qu'on était la dernière déchetterie de Belgique, on était la risée franchement du Il fallait pays. le courage de le faire. C'est un non-sens écologique et c'est un non-sens économique aussi parce que ça avait un coût pour les Moucronois. Et donc on va soutenir. C'est pour ça qu'on a notre taxe aussi élevée. Voilà. On n'était pas la seule commune de Belgique, petite précision. La dernière. Donc j'ai parcouru le dossier au secrétariat communal et alors j'avais quelques questions, notamment sur le choix du lieu où vous voulez installer ces studios supervisés. Donc c'est un bâtiment qui se trouve rue du Montaleux et qui appartient à la société de logement. D'ailleurs ça c'est pas clair. Donc en fait il y a encore des travaux à faire. C'est qui va faire ces travaux? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la société de logement? Et alors, comment le choix s'est opéré sur ce lieu? Quid des logements vides qui appartiennent à la ville sans devoir passer par une convention avec la société de logement? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé d'investir dans ces logements vides et de pouvoir en faire de l'habitat? Est-ce qu'une réflexion a été faite concernant les familles et les femmes? J'ai un peu parcouru les chiffres, un peu le bilan des personnes qui étaient accueillies à l'abri de nuit. Et on se rend bien compte que voilà, quand c'est une famille, elle est pas concernée. Et alors les femmes, on a 2 places à l'abri de nuit et on a eu plusieurs refus de place pour des femmes et on sait en plus la grande vulnérabilité que cela entraîne d'être une femme à la rue. Alors sur le projet de manière générale, évidemment, on peut être que positif par rapport au fait de mettre un toit au-dessus de la tête de personnes qui sont dans la rue. En plus, en observant aussi les chiffres, on remarque que les personnes qui viennent à l'abri de nuit sont des gens qui sont à la rue depuis longtemps. Donc il y a une proportion assez élevée de gens qui sont à la rue depuis un certain temps. Donc on peut tout à fait imaginer que le fait de pouvoir remettre le pied dans une maison et de pouvoir avoir un peu de stabilité, ça va aider. Mais donc, pourquoi ce choix de ce bâtiment qui appartient à la société de logement? Quid des bâtiments vides de la ville? Quid des femmes et des familles? Merci. Alors, entre deux, moi j'avais pris contact avec la société de logement ici à Moucron et ils nous avaient mis à disposition le bâtiment là au Montaleux. C'est un bâtiment avec 7 appartements, 7 studios.
avec une salle spéciale où on pourrait accueillir des familles. Donc c'est bien prévu d'avoir quand même un local, une maison ou une partie du nouvel abri de nuit. J'ai pas reçu de réponse du tout par rapport au choix du bâtiment de la société de logement. Et donc, pourquoi vous partez pas de vos bâtiments à vous qui sont vides? Parce qu'à un moment, il Mais faut bien la que ces société de bâtiments en fassent logement quelque avait chose. reçu aussi cet appel à projet. Ils avaient reçu le mail, aussi appel à projet, et c'est comme ça qu'on s'est contacté, moi et la société de logement. Et donc, ce bâtiment continue à appartenir à la société de logement qui fait les travaux. Les subsides, hein, si on a les subsides. Maintenant, c'est la société de logement qui est propriétaire. Donc, il faudra voir de quelle manière on fonctionne. Le choix des conteneurs, j'ai oublié de poser la question dans la J'aime première pas salle le de mot questions. conteneur, pas du tout. Mais je ne sais pas si vous C'est avez péjoratif. déjà eu l'occasion d'aller dans un conteneur comme ça ou d'y Oui, mais passer la nuit. C'est ça, on pourrait plus dire des modules et des habitats légers, mais qu'on construit sur place. C'est vraiment autre chose qu'un conteneur, comme on peut voir, les conteneurs à déchets. C'est plus du tout ça, plus du tout. Quand je parle de petits arrangements, ça arrange tout le monde, par exemple, de ne jamais dire que le deuxième parti, c'est le Parti socialiste. Et parler de volonté de l'électeur, et jamais on souligne que la volonté de l'électeur, c'est que le Parti socialiste était le deuxième parti. Tout à fait. Et alors, et au deuxième parti, on lui a imposé quoi? Parce que ça, il faut s'en souvenir, la vérité a ses droits. On ne voulait pas de deux personnes du même sexe qui montent dans le collège. Et donc, il a fallu un homme et une femme. On les cherche toujours au niveau du MR. Voilà, et donc, ça c'était pour la petite anecdote, et pour que la vérité ait ses droits, et pour nous, ce sera non. Vous demanderez à votre collègue Christiane Vienne, vous verrez ce qu'elle dira. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Premier parti contacté, c'était le PS. Allô? La ville de Moucron souhaiterait en disposer de manière anticipée afin d'y concrétiser son projet d'implantation d'une plaine de jeu. Pour ce point, évidemment que notre vote sera favorable. Vous connaissez notre position par rapport aux plaines de jeu, mais vous me connaissez très bien aussi. Enfin, je pense que vous commencez à me connaître. Et donc, c'est pour moi l'occasion de vous demander où on en est pour deux plaines de jeu, et on revient à chaque fois avec les mêmes plaines. Celle de la place de la Liberté au Tuquet, qui est une plaine de jeux existante, mais qui est dépourvue de ces jeux. D'ailleurs, j'ai vu que la boîte à livres avait disparu également. Et puis, la plaine du manège. On nous avait promis que ce serait avant les vacances, puis ça a été après les vacances. Et donc là, j'aimerais savoir ce qu'il en est, sachant que les jeux sont déjà disponibles et que cette plaine continue à être la morne plaine. J'espère que pour le printemps 2024, les choses seront enfin faites, mais je n'ose pas m'avancer davantage parce que effectivement, c'est beaucoup trop long pour moi aussi. Le permis a été accordé déjà il y a quelques mois. Je vous demande sincèrement de pouvoir accélérer les choses, d'autant plus que l'année dernière, on a été aussi bloqué par rapport à la plantation de végétaux, où on nous a dit « Ah mais non, on a dépassé la période où il fallait planter ». Donc, il me semble que c'est avant la Sainte-Catherine. De mémoire. Et donc, je ne voudrais pas qu'une fois qu'on ait passé ce délai-là, vous nous remettiez au printemps et puis on nous dit on est reparti pour un tour. Alors ça, c'est pour la plaine du manège. Et concernant celle du Tuquet, ici, dans un délai court, est-ce que vous pouvez nous donner un agenda? Est-ce qu'au Tuquet, on va pouvoir avoir une plaine de jeu dans un délai, je ne vais pas dire raisonnable, parce que maintenant, c'est maintenant que ça doit se passer. Ça fait des années que c'est attendu. Oui, donc au niveau du Tuquet, il y a des plantations qui vont se faire ici, à la Sainte-Catherine, puisque c'est la période où il faut planter. Au niveau des jeux, je pense qu'il y a un jeu qui sera rajouté, mais on ne va pas tout refaire pour l'instant, en tout cas à ce niveau-là. Mais je trouve ça vraiment dommage parce qu'on investit dans de nouveaux espaces et il y a des espaces en fait existants qui répondent clairement à une demande, à un besoin dans les quartiers et on n'y répond pas et on en crée ailleurs. Donc moi je pense que s'il y a une capacité à pouvoir faire ces installations comme c'est le cas ici, et c'est très bien, on n'a absolument aucun problème avec ça, je pense qu'on a aussi les moyens de pouvoir le faire dans le quartier du Tuquet. Fatima Alouche. Vous pouvez nous dire où en est le dossier? Nous avançons. Abstention. Fatima Alouche. Abstention. Vote. Fatima Alouche. Abstention. Fatima Alouche. Abstention. Abstention.
Fatima Louche. Abstention. Fatima Louche. Oui. 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 3 oui en même temps. C'est vrai qu'avec Fatima, c'est parfois un peu plus compliqué. Oui.